Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la prudence qui est de mise sur les marchés. On voit les indices actions en Europe qui évoluent assez peu, légèrement négatifs même d'ailleurs à mi-séance pour le CAC 40. Autour de 6550 points, une tendance neutre en attendant les grands rendez-vous de la journée pour les investisseurs, à savoir l'inflation américaine pour le mois de juin qui sera publié à 14h30 et puis les premiers résultats des grandes banques américaines en l'occurrence, puisque Goldman Sachs et JP Morgan publieront leurs résultats là aussi en début d'après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Vous aurez dans un instant les infos clés du jour sur les marchés européens à mi-séance. Encore une fois, la tendance est à la prudence alors que les doutes sur la croissance semblent désormais l'emporter sur les craintes inflationnistes qui prédominaient il y a encore quelques semaines à peine. On parlera de ce sujet avec Arnaud Faller dans un instant. Le directeur des investissements de CPR Asset Management sera avec nous par téléphone. Et puis l'autre invité de la mi-journée dans Smart Bourse à mes côtés en plateau, c'est Alain Guélénoc, le directeur général de Fédéral Finance Gestion, pour parler de l'épargne financière au sens large et des modifications structurelles que l'on peut observer dans l'allocation de cette épargne financière, que ce soit chez les grands investisseurs institutionnels en l'occurrence ou encore chez les investisseurs particuliers. On parlera donc de ce sujet avec Fédéral Finance Gestion dans cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée alors que la séance du jour est principalement tournée vers les États-Unis. Les investisseurs ont tout de même en tête l'alerte du président Emmanuel Macron hier soir sur la progression du variant Delta dans le pays et donc les mesures prises pour favoriser une économie ouverte comme la mise en place d'un passeport sanitaire afin d'encourager la vaccination dans le pays. Aux États-Unis, donc, les investisseurs découvriront tout d'abord l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin dans le pays. Une inflation qui pourrait ralentir donc sur le mois dernier selon les attentes après les 5% en annuel du mois de mai. Mais de manière générale, les analystes s'attendent à un ralentissement très progressif dans un contexte où les tensions d'approvisionnement sont toujours présentes et les hausses des prix de matières premières toujours une réalité. Selon un consensus Bloomberg, l'inflation devrait progresser de 0,5% sur un mois et de 4,9% sur un an. Les investisseurs suivront également la publication de résultats de deux grandes banques américaines, à savoir JP Morgan Chase et Goldman Sachs, dont les résultats sont attendus aujourd'hui. Selon les données définitives, les résultats des banques américaines dans leur ensemble sont attendus 2 fois plus élevés que l'année dernière à la même période, alors qu'elles ont déjà enregistré un bond de 138% au premier trimestre. De manière plus générale, rappelons que toujours selon Refinitiv, la croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500 cette fois-ci est attendue en progression de plus de 60% sur le deuxième trimestre. En Europe, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'inflation dans l'Hexagone, inflation qui accélère légèrement donc de son côté sur le mois de juin. L'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% sur un mois après 0,3% au mois de mai. Sur un an, l'inflation s'élève à 1,5%. En Allemagne, l'inflation a connu une décélération de son côté sur le mois de juin et ressort à 2,3%. Celle-ci reste cependant proche de son plus haut niveau depuis 10 ans à cause notamment de la variable des prix à l'énergie. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la mi-journée sur la place parisienne, on note tout d'abord que Nokia prévoit de revoir à la hausse ses prévisions de résultats pour 2021 après une accélération de l'activité constatée sur le second trimestre. Nokia qui signait depuis ce matin la plus forte hausse du SRD. Retour sur le CAC 40 à présent. LVMH et Campari ont annoncé un partenariat pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et ainsi constituer un nouvel acteur européen du secteur. Saint-Gobain a annoncé de son côté la cession de Graham, son activité de distribution de plomberie sanitaire et chauffage au Royaume-Uni. Saint-Gobain qui n'a pas précisé les modalités financières de l'opération. Et on note donc au sein du CAC 40 toujours que les bancaires ont du mal à prendre une direction commune avant la publication des grandes banques américaines. Les plus fortes hausses de l'indice parisien sont en tout cas signées à la mi-journée Bouygues, Legrand, Essilor-Luxottica, Dassault Systèmes ou encore Hermès International. Les plus fortes baisses sont-elles signées Alstom, Renault, Atos, Crédit Agricole ou encore Vinci.
Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle des interrogations de marché pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse avec Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, la question est simple et je sais chez CPR Asset Management que vous avez choisi votre camp entre les doutes sur la croissance qui reviennent avec l'accélération de la vague épidémique et des variants, le variant Delta notamment, et les craintes sur l'inflation qui, pour l'instant, semblent être remisées un peu de côté par les investisseurs. Vous considérez que les craintes sur l'inflation restent quand même des craintes sérieuses et réelles? Oui, c'est-à-dire juste en introduction, il faut juste se rappeler que ça existe aussi des scénarios où malheureusement effectivement on peut avoir aussi bien des craintes sur la croissance que sur l'inflation, la fameuse stagflation. C'est un scénario qu'on peut imaginer à moyen terme, pas forcément majoritaire, mais malgré tout, qui pourrait venir parce qu'on a des tendances de fond, la productivité qui pourrait marquer le pas, évidemment l'ensemble des tensions sur les ressources se propager, la transition énergétique, on sait très bien, c'est un facteur de hausse de coûts. La Chine n'est plus désinflationniste et évidemment la croissance chinoise peut être amenée à ralentir. On n'en parle pas tout de suite, mais qu'on ait en tête aussi qu'on peut avoir des doutes aussi bien sur la croissance que sur l'inflation à moyen terme. En revanche, effectivement, à court terme, les doutes sur la croissance, il me semble que c'est au second plan par rapport aux doutes sur l'inflation. Donc, sur la croissance, d'abord sur le front sanitaire, évidemment, c'était l'inquiétude qu'on pouvait avoir. Il me semble que aussi bien en US qu'en zone euro, l'Europe au sens large, c'est plutôt sous contrôle. Certes, évidemment qu'on peut avoir quelques craintes, mais la vaccination est en train d'accélérer. On voit bien que ça limite les hospitalisations et en tout cas ça empêche les cas graves. C'est vrai qu'en Asie, c'est un peu plus compliqué. La politique de zéro Covid fait que il peut y avoir des mesures de restriction assez sévères, plutôt par vague d'ailleurs, des stop and go assez violents. De temps en temps, on arrête tout, de temps en temps, on rouvre quasiment tout. Mais pour la plupart des pays, malgré tout, ça reste sous contrôle. Et donc, on voit d'ailleurs plutôt des révisions en hausse de la croissance économique. La semaine dernière, la Commission européenne avait revu en hausse 2021, mais aussi 2022. On voit bien que la dynamique est assez forte aussi du côté américain. La Chine, d'ailleurs, a publié des chiffres d'exportation et d'importation ce matin plus forts que le consensus. Du côté américain, le sentiment de confiance reste élevé, certes pas au plus haut, mais bien loin au-dessus des 50, qui est le niveau moyen. Et on voit bien aussi qu'il y a du côté microéconomique, les révisions sont toujours plutôt orientées à la hausse sur 2021 et plutôt stables sur 2022, donc d'ailleurs sur toutes les zones. Et la saison des résultats arrive, comme vous l'avez mentionné, notamment avec les banques US ce soir. On verra bien, mais il nous semble qu'encore une fois que les doutes, si on doit avoir des doutes sur les marchés, clairement, ça viendrait plutôt des doutes sur l'inflation. Donc cet après-midi, on va avoir les CPI, aussi bien en core et total, donc aux alentours de 5 pour le total et de 4 pour le core. Au passage, vous avez vu que la Fed de New York a publié une étude, et ça c'est intéressant, vu des ménages américains à horizon 12 mois, les ménages ont revu assez fortement en hausse leur anticipation d'inflation médiane, puisqu'elle passe de 4 à 4,8. C'est assez fort, quoi. C'est encore plus fort que ce que voient les marchés aujourd'hui. À un an, les marchés voient plutôt aux alentours de 3,2, 3,3. Il nous semble qu'il y a des facteurs qui peuvent être persistants, comme on dit, et pas simplement transitoires. Donc on voit bien que l'immobilier américain est quasiment surchauffe, donc ça peut durer encore un peu. Les gens mentionnaient effectivement que, notamment sur le core, il y a les voitures d'occasion qui avaient contribué nettement. Simplement, c'est long à remettre en place la totalité de l'offre par rapport à la demande qui est assez forte. On voit bien que sur le marché du travail, là aussi, il peut y avoir des tensions. Et d'ailleurs, il est assez déséquilibré, le marché du travail aux États-Unis. En fait, il y a quasiment autant de postes ouverts que de gens qui cherchent un emploi, aux alentours de 9 millions. Et ça, d'ailleurs, ça concerne quasiment tous les secteurs, à l'exception de la construction. Donc, ça peut provoquer, et là aussi, évidemment, des effets de second tour, et cette fois-ci non transitoires.
Et puis sur l'inflation totale, on va surveiller de près le pétrole, parce que finalement il reste ferme en dépit du non-accord de l'OPEC. Plus, on voit qu'on a assisté à une baisse des stocks ultra rapide. Sur les 4 dernières semaines, les stocks ont baissé de plus de 1 million de barils jour, et ça continue donc à baisser encore. Au passage, on se dit, mais alors effectivement, la production, notamment aux États-Unis, devrait remonter. On le voit bien que pour l'instant, la production n'est pas tentée. C'est aussi parce que finalement, il y a peut-être aussi un mouvement de bascule sur est-ce que oui ou non on relance les investissements sur l'ensemble des hydrocarbures ou pas. La semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt, il y a eu le rapport de l'IAE qui effectivement était plutôt un pavé dans la mare. Sous-entendu, on arrête tout investissement dans ce secteur pour favoriser l'ensemble des sources alternatives renouvelables, etc. En tout cas, le prix du baril est autour de 75-80, qui est assez élevé, mais devrait rester à ces niveaux-là dans les mois qui viennent. Et donc, on ne devrait pas avoir d'effet de base négatif comme on a connu là en effet de base positif sur les chiffres d'inflation. Tout ça, donc, nous incite à dire qu'effectivement, alors que le marché était passé à autre chose, on peut dire, c'est pas sûr que ça revienne pas sur le devant de la scène, parce que le transitoire, il faut se méfier, ça peut durer plusieurs mois. Et justement, comment vous expliquez, Arnaud, que le marché, depuis quelques semaines au moins, semble mettre plus en avant les questionnements sur la croissance que les craintes inflationnistes qui ont animé quand même les mois et l'ensemble du premier semestre de cette année 2021? Alors, évidemment, les marchés, regardent, ce qui compte le plus à la limite pour l'ensemble des marchés, c'est évidemment la Fed, parce que c'est elle qui va piloter les taux courts et les taux longs via les mesures de réduction d'achat, donc ce fameux tapering. Donc, et pour l'instant, la Fed a un discours assez prudent, même s'il n'est pas homogène. Il faut se méfier, tous les membres de la Fed ne semblent pas avoir le même discours, et la Fed est assez prudent. Pour autant, si on lit tout bien, c'est pas sûr du tout qu'il n'y a pas des mesures de réduction d'achat avant la fin de l'année. Donc, et alors, les marchés se disent, c'est vrai que on a connu déjà un exercice de sortie de crise en 2013. Où finalement ça s'était moins bien passé, parce qu'il y a eu d'ailleurs hausse de taux significatifs, une baisse des bourses au passage. Et alors on dit évidemment, comme d'habitude, les marchés aiment bien dire là on tire les leçons de ce qui s'est passé et on ne va pas connaître la même chose. Ce qui se passe, c'est avec l'hypothèse que comme ils seront bien préparés, tout va bien se passer. Simplement, il nous semble aujourd'hui il ne semble pas que les marchés soient bien préparés. La preuve, c'est que le taux 10 ans américain, il est toujours, il a même baissé. Les marchés ne sont pas préparés au tapering. On était à plus de 1,75% à la fin du premier trimestre sur le 10 ans américain. Alors que là, on est à 1,36 ce matin. Donc, c'est effectivement, on ne peut pas dire que les marchés soient bien préparés. Et puis, il faut juste se rappeler aussi que le marché obligataire, c'est quelque chose qui bouge par marge d'escalier. C'est-à-dire que on n'arrive pas à piloter les taux longs de 10 centimes par mois. Il n'y a pas de scénario comme ça. Dans l'histoire, effectivement, il n'y a jamais eu ça. Donc, comme la Fed n'a pas très bien, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Fed a préparé la communication de tapering, l'effet de marché va être un peu plus saillant par surprise, si on peut dire. Donc, alors la Fed a effectivement une nouvelle stratégie qui consiste à entre guillemets sur l'inflation, compenser les périodes où l'inflation était inférieure à la cible par une période où l'inflation va être supérieure à la cible. Alors, on peut comprendre tout à fait, la BCE d'ailleurs dans le temps avait imaginé ça aussi. Simplement, c'est une nouvelle stratégie. Donc, comme toute nouvelle stratégie, d'abord, il faut normalement expliquer tout de A à Z, c'est-à-dire à partir de quelle période on compense, etc. On n'a pas encore tout le process, c'est pas sûr en fait d'ailleurs que la Fed a tout, et donc comme nous on a une nouvelle stratégie, les risques d'exécution sont très compliqués, parce qu'on ne peut pas du tout dire il faut se faire comme ci, comme ça d'après le passé, parce que encore une fois c'est tout nouveau. Et c'est donc à surveiller de près, parce que la surprise peut être plutôt à la hausse. Alors on a en tête qu'il n'y aura pas de scénario catastrophe, encore une fois, on n'a pas de crack obligataire ni même de crack action. Simplement, il y a beaucoup pour l'instant c'est très peu préparé, et donc la marge d'escalier peut être malgré tout un peu plus forte que si les marchés étaient préparés. Et il y a beaucoup de liquidités dans le marché qui ne sont pas forcément, au moins aux États-Unis, nécessaires à ce stade. Les 80 milliards par mois, notamment sur le marché immobilier, on voit bien que ça provoque un peu des hausses trop fortes.
Donc on peut être prudent, mais malgré tout, prudent, ça veut dire que quand on a un souci, c'est pas simplement le reporter pour l'avenir, parce que malgré tout, il va falloir quand même le traiter. C'est-à-dire un report n'est pas un traitement, si on peut dire. Voilà. Et donc on le reporte, mais il y a un jour, il faudra le traiter, et on a intérêt à le traiter assez tôt et assez en douceur, plus que plus tard et de manière un peu plus violente. Voilà. Donc plus on reporte et plus ça peut être violent, c'est ça le... très clair. Attention au retour de la question inflationniste qui n'a pas disparu, même si la vague épidémique, le retour du sanitaire comme préoccupation immédiate des investisseurs met un petit peu ce sujet de côté pour l'instant. Vous dites non, c'est une question qui est encore à traiter d'une certaine manière. Merci beaucoup Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. On va s'extraire du très court terme et des questionnements estivaux des investisseurs pour prendre un peu de hauteur et voir comment est-ce que l'allocation structurelle de l'épargne est en train d'évoluer en ce moment même. Alain Guélénoc est à mes côtés en plateau, je le disais. Bonjour et bienvenue Alain. Bonjour Grégoire. Directeur général de Fédéral Finance Gestion, donc la grande filiale de gestion d'actifs d'Arkea, et vous avez à ce titre un poste d'observation privilégié puisque vous pilotez 45 milliards d'euros d'encours au moins pour le compte de vos clients, 3/4 institutionnels et puis un quart d'investisseurs particuliers, de retail comme on dit dans ces métiers, Alain. Et vous observez effectivement des tendances lourdes de modifications structurelles d'allocation de l'épargne financière. Vous allez nous expliquer tout ça, mais des modifications qu'on observe aussi bien dans le comportement de vos clients institutionnels jusqu'aux trésoriers d'entreprise, par exemple, que dans l'allocation des particuliers de cette épargne financière. Tout à fait. On peut peut-être démarrer par les industriels, effectivement. Cette crise les a amenés à constituer de la liquidité de précaution. Et on observe maintenant depuis un an une envolée des encours sur les fonds monétaires, et notamment issus d'entreprises industrielles ou de services. À titre d'information, nos encours ont été multipliés par 4, un peu plus de 4 en un an. Et donc c'est extrêmement spectaculaire. Alors, ça avait fortement baissé pendant la crise, en mars 2020. Toute la place a été impactée. Ils avaient tiré sur cette liquidité, et puis ensuite cette liquidité s'est régénérée progressivement. Et aujourd'hui, les entreprises ont dans leur bilan une liquidité abondante. C'est très encourageant pour la croissance et pour l'économie, parce que ça veut dire que cette liquidité, le moment venu, sera certainement réinjectée dans l'économie. En tout cas, c'est tout ce que nous espérons. En attendant, pour nous, c'est effectivement beaucoup de capitaux à placer sur le marché, à taux négatif, puisque les taux sur le marché monétaire, comme vous le savez, sont autour de moins 0,50, moins 0,40. Mais néanmoins, les trésoriers d'entreprise privilégient les fonds monétaires qui leur offrent de la liquidité et de la sécurité. Avec c'est ça, la prime à la liquidité, finalement, l'emporte sur la non-rémunération de cette épargne financière. Exactement. Est-ce que vous arrivez à savoir aujourd'hui, Alain, c'est intéressant à ce point sur les industriels, la question qu'on se pose sur les particuliers également, mais quelle partie de cette épargne sera réinjectée dans des projets d'investissement autres, ou est-ce que structurellement, il y a quand même une modification des stratégies financières des entreprises, de conserver peut-être un matelas de sécurité, de liquidité plus important dans le monde de demain C'est la grande question. Ouais. Notre sentiment, c'est qu'on ne reviendra pas à une liquidité aussi tendue que précédemment. C'est un peu comme la gestion en stock. Tout le monde parle aujourd'hui de reconstitution de stock pour faire face à des à-coups économiques. Notre sentiment, c'est qu'on ne reviendra pas à une trésorerie aussi tendue que précédemment. Maintenant, très clairement, on est dans un haut cycle en trésorerie. Et le diagnostic, c'est que ça devrait quand même plutôt diminuer avec le redémarrage progressif de l'économie. Bon, explosion des encours monétaires donc pour les industriels, pour les trésoriers d'entreprise. Alors les institutionnels, c'est une autre histoire, parce que si on considère par exemple le marché de l'assurance vie en France, le fonds en euros est en décroissance depuis maintenant de nombreux mois. Depuis en gros 2 ans, 2 années. Ce n'est pas une hémorragie, c'est un flux régulier, organisé, incité par les assureurs d'ailleurs. Et puis je trouve qu'il est plutôt de bonne aloi pour les particuliers, puisqu'ils vont sur des supports, des unités de compte qui offrent potentiellement des performances plus importantes, avec plus d'aléas, plus de volatilité, mais néanmoins
Voilà, une orientation qui est donnée. Alors, c'est aussi justifié par le fait que les assureurs trouvent peu de placements, finalement, rémunérateurs sur les marchés. Le bon placement de père de famille en OAT ou en titre d'État à 10 ans, c'est aujourd'hui un taux négatif, c'est très compliqué. Donc, les assureurs, que font-ils? Ils continuent cette grande marche vers le non-coté. Donc, les fonds de dette privée, notamment, continuent à être un bon vecteur d'investissement. Le private equity également, dans une moindre proportion, parce que ça coûte très cher en fonds propres, le private equity. Et les fonds de dette privée sont, comme le private equity d'ailleurs, sont incités par des initiatives de place. Je pense à les initiatives TIBI, initiatives FFA. Là, actuellement, les assureurs, les gros institutionnels participent à la relance, par les prêts participatifs relance, par les obligations relance. Donc, le dispositif est en place et c'est de la réorientation des flux vers l'économie réelle. Pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est quand même très plaisant parce que ça veut dire qu'on constate l'impact de nos investissements sur l'économie. Donc ça, c'est une des grandes tendances. Alors, faut la modérer parce qu'effectivement, comme les assureurs notamment sont face à des retraits sur leurs fonds en euros, ils ont aussi le réflexe de soigner leur liquidité. Bien sûr. Et la liquidité, ils la trouvent où? Ils la trouvent d'abord sur des actifs obligataires de grande qualité. Donc ce sont des titres d'État ou des obligations investment grade. Et à ce titre-là, pour trouver du rendement, on a plutôt tendance à allonger la maturité. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on va acheter des titres très longs, à horizon 25, 30 ans. Mais ça, c'est comme vous dites, Alain, c'est intéressant. C'est-à-dire que la migration vers le non-coté doit être d'une certaine manière compensée par une liquidité toujours très forte sur des supports obligataires traditionnels. Alors là, il faut aller, vous dites, jusqu'à 30 ans peut-être pour trouver des... Potentiellement, oui. Après, tout dépend, pas trop négatifs. Oui, tout dépend de l'équilibre actif-passif en termes de duration des assureurs. Donc, ceux qui peuvent se le permettre vont chercher des actifs assez longs pour obtenir un peu plus de rendement et une bonne liquidité. Et puis il y a aussi les actions cotées. Et les actions cotées restent un thème d'investissement assez clair, donc les grandes capitalisations. Pourquoi? Parce que les actions, notamment dans la crise de 2020, souvenez-vous, elles ont montré leur résistance en termes de liquidité. C'est des actifs très liquides, c'est des actifs facilement couvrables. Et justement, les assureurs apprécient des produits sur lesquels on pratique des couvertures systématiques, un bon contrôle, par exemple, de la volatilité, un max drawdown qui est sous contrôle. Donc ça, ce sont des actifs qui sont aussi privilégiés par les assureurs parce que ça leur offre cette liquidité qui fait défaut sur le non-coté. Et ça, ce sont des tendances structurelles. Encore une fois, pour revenir à ce poste d'observation privilégié. C'est vraiment structurel. C'est vraiment structurel. Alors le dernier thème, bien évidemment, c'est le ESG, l'ISR. On a aussi tendance, entre guillemets, à verdir, sans que ce soit péjoratif, les investissements, mettre du sens dans les placements qui sont effectués, de piloter l'impact de ces investissements, non pas de subir l'état d'un portefeuille qui peut potentiellement se dégrader, mais la trajectoire carbone, climat des portefeuilles est observée et de plus en plus piloter en amont. Aujourd'hui, on intègre dans nos prises de décision ces critères au même titre que des critères financiers plus classiques. Oui, c'est ça. Et ça, c'est transversal à toutes les classes d'actifs qu'on a pu citer là pour les institutionnels, que ce soit dans le non-coté, le coté, l'obligataire, action ou autre. Ce thème-là, il est transversal à toutes ces classes d'actifs. Bon. Voilà. Donc, données de base pour les institutionnels. Pour les particuliers, c'est un peu, quelque part, les mêmes thématiques. Alors, j'ai tendance à dire que souvent, ce que l'on applique aux institutionnels se retrouve chez les particuliers avec un petit temps de décalage. C'est-à-dire qu'on adapte aux particuliers des structures, des placements qu'on a mis en place pour des institutionnels. Alors, par exemple, cette année, nous avons mis en place chez Arkea un fonds qui s'appelle Arkea IS Protect, Investment Services, IS comme Investment Services, qui garantit à tout moment à chaque investisseur particulier 85% de la plus haute valeur liquidative du fonds. D'accord. Autrement dit, vous investissez au départ à une VL de 100, votre VL garantie est de 85. Si le fonds monte à 120, votre VL garantie va être légèrement supérieure à 105 et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si le fonds rebaisse, imaginons qu'il passe de 120 à 110, eh bien vous aurez à ce moment-là un max drawdown, une baisse maximale qui sera à peine de 5%. Donc c'est quand même très protecteur.
Et ce sont des fonds très appréciés. Alors, oui, effectivement, ça vient rencontrer les attentes des clients aujourd'hui. On les incite à sortir du fonds euro. Le particulier commence à comprendre que la garantie en capital pour zéro risque, c'est un peu compliqué. Et donc, des formules comme ça, des systèmes de protection à un certain niveau, c'est des formules qui fonctionnent. Oui, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, sortir du fonds en euro, vous avez la garantie en capital, c'est imbattable. Donc, les particuliers qui veulent sortir, et surtout leurs conseillers, nos distributeurs, bien sûr, cherchent quand même des garanties. Donc on a travaillé avec l'ensemble de nos distributeurs pour concevoir ce produit en tirant parti de la technologie qu'on avait mis en place pour nos institutionnels. Donc là, par exemple, ce sont des actions à faible volatilité. On parle de fonds-actions. Fonds-actions à faible volatilité, actions internationales, avec un filtre ESG. Et donc, on présente un dispositif alors qui est très simple, comme je vous le présente. Mais derrière, c'est quand même une technologie assez avancée qui nous a permis de concevoir ce type de produit. Offre simple, mais derrière, quand même un moteur qui nécessite de l'ingénierie et des travaux importants. Oui, mais c'est le bon sens de l'ingénierie financière. Exactement. L'ingénierie financière au service d'un produit simple. Exactement. Enfin, non mais je caricature un peu, mais qui répond pleinement aux besoins contemporains des nouveaux ou des investisseurs particuliers aujourd'hui. Et avec de la liquidité. Le particulier peut sortir à tout moment avec cette garantie. Voilà. Donc ça, c'est un des axes de développement. L'autre axe qui continue à bien fonctionner, ce sont nos fonds à formule. On a des fonds autocall, autofocus dans notre gamme, qui ont un track record extraordinaire. Sur 10 ans, on fait pratiquement 6% de performance moyenne avec un rappel au bout de un peu moins de 3 ans. Donc c'est des fonds qui ont vraiment un très beau track record. On a créé cette année des indices low carbone. On va sans doute inventer de nouveaux indices, mais en restant fidèle à la même formule, parce que c'est une formule assez simple, avec un coupon qui est payé moyennant une protection, une baisse maximale du capital, de l'indice, de référence, mais ce coupon est relativement sécurisant, et un rappel au bout de 2 à 3 ans, selon les formules, potentiellement, ce sont des fonds qui permettent à des particuliers quand même de capter du rendement intéressant, et on observe une bonne récurrence. Les particuliers... Ça fidélise le client, c'est formidable. Si on parle un peu oui, c'est commercialement. On a des particuliers qui sont satisfaits, qui reviennent sur nos autofocus. C'est un véritable plaisir pour nous parce qu'on a réussi à installer une marque, un fonctionnement. Et là encore, l'ensemble tout le monde est aligné entre le gérant, le distributeur et le client final. Qui est notre principal interlocuteur quelque part. Et justement, est-ce qu'en conclusion, on peut dire, Alain, et vous avez une longue expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs, que plus que jamais, peut-être cette industrie est focus client, comme on dit ? Elle est focus client. Elle est focus client. Le dernier exemple sur les fonds thématiques. On a aujourd'hui une montée de donner du sens. Alors c'est une banalité que de dire, mais la crise a accentué cette tendance de fonds. Je veux mettre du sens dans mon épargne, je veux voir là où va mon argent. Après la thématique climat, la thématique environnement, on a une thématique qui est en train de monter, c'est le social par exemple. On sent que ça va être une thématique pour les mois à venir. Pour les institutionnels, certainement que c'est déjà présent. Et la suite, c'est peut-être pour le marché des particuliers. Donc vraiment, on essaie de répondre à ces tendances de fonds, parce que si on n'y répond pas, on pourra se faire plaisir, mais on n'aura pas de capitaux à gérer. Merci beaucoup Alain d'être venu nous apporter vos remarques là, et plus que ça même cet éclairage sur les tendances lourdes, effectivement ces modifications structurelles dans l'allocation de l'épargne financière chez vos clients institutionnels et vos clients particuliers, les clients de Fédéral Finance Gestion. Alain Guélénoc, le DG de Fédéral Finance, qui était à mes côtés en plateau pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.